Dernier point sur lequel je voudrais insister en ce cours, c'est la validité de l'approximation de Lelette. Alors on peut envisager la validité de l'approximation de Lelette de deux points de vue. D'une part, du point de vue du champ de température, c'est ce que j'ai fait au début de ce cours, avec une inégalité. D'autre part, d'un point de vue plus pragmatique pour les applications, du point de vue de la prédiction du flux transféré entre Lelette et le fluide. Alors, considérons d'abord la validité au sens du profil de température, au sens de T. Alors, ce que je vais dire est général pour pratiquement toutes les ailettes, et je vais développer ce point de vue du point de vue de l'ailette infinie. On va prendre le cas de l'ailette infinie. On avait vu que la condition, c'était que le flux conductif dans l'ailette en Z, à l'abscisse Z, le flux conductif à l'abscisse Z, était grand devant le flux conducto-convectif à l'abscisse Z. On connaît le champ de température associé à une ailette infinie, c'est le cas simple que je prends ici, c'est ça. Le flux conductif en Z, ça va donc être moins lambda dt moyen sur dz, qui va être égal, tout simplement, à lambda m, tb moins te, exponentielle moins mz. Et le flux conducto-convectif, ça c'est le flux conductif en Z, le flux conducto-convectif à la même abscisse, ben, c'est tout simplement h fois tz moins te, c'est-à-dire h fois tb moins te, exponentielle moins mz. J'en déduis donc que la condition précédente, qui est la condition de validité au sens du profil de température de l'approximation de l'ailette, c'est que lambda m sur h soit grand devant 1. Alors revenons à l'expression de lambda m sur h, on l'a développé tout à l'heure, que cette condition lambda m sur h, très grande devant 1, va pouvoir s'exprimer en fonction des grandeurs de base, c'est-à-dire que racine de lambda sur h, périmètre mouillé sur sigma, va être très grand devant 1. Alors sigma sur le périmètre mouillé, qu'est-ce que c'est? C'est la section de passage que divise le périmètre mouillé. C'est d'une manière générale une dimension transverse caractérisant l'ailette. Dans le cas de l'ailette qu'on a traité jusque-là, sigma valait a dy, pm valait dy. Dans le cas qui nous intéressait de l'ailette parallélépipédique infinie suivant y, cette dimension transverse, c'était a. Alors cette condition, je vais l'inverser et introduire un nombre sans dimension, qui est un nombre clé des transferts thermiques, qu'on appelle le nombre de Biot. Nombre de Biot, qui est égal à h, dimension caractéristique transverse sur la conductivité du solide, et la condition de validité de l'approximation de l'ailette, vous voyez qu'ici, ça c'est l'inverse du nombre de Biot, sera que le nombre de Biot est très inférieur à 1. Autrement dit, dans le cas qui nous intéresse ici, on a le droit d'utiliser le modèle précédent du point de vue du profil de température si HA sur lambda est très inférieur à 1. Donc, on remarque au passage quelque chose d'intéressant, c'est que plus le nombre de Biot est petit, plus le milieu est conducteur et le coefficient de transfert faible, plus l'approximation de l'ailette est valable, et plus en même temps cette ailette est efficace, puisque l'efficacité de cette ailette infinie était proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du nombre de Biot, elle est égale à lambda m sur h. Alors, ça c'est le point de vue champ de température, vous aurez l'occasion de le voir en petite classe tout à l'heure. On s'intéresse par exemple, dans les applications métrologiques, au fait qu'au bout de l'ailette, au bout d'un thermocouple, la température, un thermocouple qui est à une paroi immergée dans un fluide, la température au bout du thermocouple ne soit plus du tout influencée par conduction par la température de paroi, mais soit aussi proche possible que celle du fluide.
Et là, on a besoin de vérifier ce critère et de prendre une ailette le plus infinie possible. On a maintenant un deuxième cas qui est intéressant du point de vue des applications. C'est le critère de validité de l'approximation de l'ailette vis-à-vis du flux. Parce que pragmatiquement, que veut l'ingénieur? Il veut calculer avec précision le flux transféré entre une ailette et le milieu extérieur. Alors, pour faire ce calcul, vous allez voir que c'est extrêmement simple. En fait, on a un système bidimensionnel. Si je reprends toujours le même système, bidimensionnel suivant x et suivant z. On peut résoudre ab initio ce système sans faire d'approximation. Pourquoi? L'équation de bilan d'énergie en régime stationnaire, c'est intégrale étendue à la surface S de l'opposé du flux conductif avec une normale orientée vers l'extérieur qui est égale à 0. Voilà l'équation de bilan d'énergie. Dans un système, si je prends une surface à l'intérieur même de l'ailette, ce qui veut dire que, par une transformation évidente, c'est l'intégrale au volume V de la divergence de lambda gradient de T dV qui est égal à 0. Ça veut dire que, quel que soit le point considéré à l'intérieur du matériau, dans la mesure où la conductivité est constante, le Laplacien de la température est nul. C'est un problème de type Laplace, je ne vous apprends rien. Donc, pour résoudre complètement le système, c'est extrêmement simple. On a Laplacien de T égale 0 à 2 dimensions, c'est l'équation du haut. Et cette fois-ci, on a 4 conditions aux limites, quand on résout complètement le système. On a la condition aux limites en z égale 0, température de la base. Je prends une ailette infinie, donc pour z tendant vers l'infini, TE. La condition de symétrie en x égale 0, flux nul. Et la condition en x égale a, qui est la conduction conducto-convective. Ça, c'est un problème mathématique. Nous, on ne va pas s'intéresser à ce genre de problème. Ça se résout, vous l'avez probablement fait, par séparation des variables. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. On va directement à la solution. Et on peut dire que le flux exact dissipé par cette ailette, c'est, comme tout à l'heure, dy, intégrale de 0 à a, du flux traversant la base de l'ailette, puisqu'en régime stationnaire, le flux dissipé par l'ailette est le flux qui traverse sa base, z égale 0. Si on a la solution qui va être une somme de série obtenue par séparation des variables, on l'injecte là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir un critère de validité de l'approximation de l'ailette en se fixant que le flux calculé par l'approximation de l'ailette moins le flux exact sur le flux exact, eh bien, si vous faites le calcul pour une ailette infinie, si ce critère relatif sur le flux est vérifié à 10% près, alors il suffit que le nombre de Biot soit inférieur à 1. Donc, d'un point de vue pratique, quand on regarde l'efficacité d'une ailette au sens du flux transféré, c'est ce qui intéresse en général l'ingénieur, il suffit que le nombre de Biot soit plus petit que 1 pour que, à 10% près, le modèle de l'ailette prédise avec précision, à 10% près, le flux transféré. Alors pour résumer, la validité de l'approximation de l'ailette est donnée par un des premiers nombres sans dimension de la discipline, vous en verrez bien d'autres, le nombre de Biot. C'est le même Biot, c'est le Biot de Biot et Savart d'ailleurs. Biot, H, coefficient de transfert des dimensions transverses sur la conductivité du solide. L'approximation de l'ailette sera valide à 10% près au sens du flux si le nombre de Biot est très petit devant 1. Elle sera vraie au sens du profil de température à une précision qui dépend de vous, si le nombre de Biot est très petit devant 1. Et on considère en fait deux cas limites intéressants d'ailette dans beaucoup d'applications. Si C est la longueur de l'ailette, on introduit le paramètre M, qui est H, la section de passage sur lambda conductivité, le périmètre mouillé à la puissance 1,5. On distinguera deux modèles d'ailette en général. L'ailette infinie, quand vous avez MC qui est de l'ordre de 3, au moins de 3 à 5, ou une ailette isotherme quand MC est très petit. Les ailettes réelles sont comprises entre ces deux extrêmes, ailette idéale isotherme ou ailette infinie.